Bienvenue à tous. Je vais commencer avec mon petit laïus d'usage. La SOCAN est fière de collaborer avec l'Académie à la programmation du Salon des membres des prix Gémeaux, dont l'objectif qui est de servir de levier supplémentaire pour le rayonnement des talents d'ici et partagé au quotidien par la SOCAN, de par son engagement auprès de ses membres compositeurs et compositrices de musique à l'image. Il faut savoir que la musique à l'image est très importante à la SOCAN et représente environ 50% des revenus qui sont perçus. La SOCAN est donc activement engagée à faire rayonner la musique à l'image ici et partout dans le monde et reconnaît la nécessité de réseauter, d'échanger et de construire des ponts pour y arriver de façon durable. La SOCAN souligne aussi l'importance d'appuyer et d'accompagner la nouvelle génération de créateurs de musique à l'image de toutes les façons possibles. La rencontre de cet après-midi en est un bon exemple pour démystifier le processus créatif de composition de musique à l'image. Et pour ce faire, je suis heureux d'accueillir nos deux panélistes qui vont nous partager leur expérience, Anaïs Larocque et Jérôme Battaglia. Pardon, j'ai dit Jérôme, mais c'est Jérémy, mes excuses. Alors, Jérémy, pardon. OK, alors, écoutez, on s'est brièvement rencontrés il y a quelque temps. Je vais commencer un petit peu par, encore une fois, les présentations d'usage, les biographies officielles et tout ça. Mais je vais vous demander, évidemment, de compléter un petit peu nos idées pour vous présenter mieux à nos membres et puis à l'Assemblée. Alors, je vais commencer avec Anaïs, bien sûr, puisque Bonjour. Anaïs est excellent. Anaïs est compositrice, évidemment, québécoise, qui œuvre principalement en musique à l'image, selon ses dires. Alors là, quand on me dit principalement, je veux savoir qu'est-ce qu'elle fait aussi à part de la musique à l'image. Qu'est-ce que tu fais aussi, Anaïs? Ben, écoutez, plusieurs projets. J'ai fait la musique d'un cirque en particulier. J'ai fait la musique pour un quartet de cordes aussi. Donc, c'est ça, court-métrage, long-métrage, série, fiction, documentaire, publicité un petit peu aussi. Donc, ça tourne pas mal autour de ça. Passionné de musique, évidemment, depuis ton plus jeune âge. Ton plus jeune âge, c'est sûr. Tu détiens un baccalauréat en musique de l'Université de Montréal. Oui. Et aussi un DESS en musique de film à l'UQAM où nous nous sommes rencontrés, où tu étais mon étudiante à l'époque. Alors, comment ça s'est passé, le parcours académique pour toi? Je dirais que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été passionnée de musique à l'image. J'écoutais des films, je réécoutais des films en loop avec la musique, je chantais les paroles, je jouais la musique au piano. Puis, naturellement, je me suis dirigée en musique, mais à la base, moi, j'étais comme « Ah, je vais devenir chanteuse ». Donc, j'ai étudié en chant au cégep et en chant jazz à l'Université de Montréal. Mais dans mon parcours, il y avait des cours de musique à l'image, de composition à l'ordinateur. Et c'est là que j'ai vraiment trouvé une passion. Donc, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ça. Puis, c'est Super, super, excellent. Tu as même, d'ailleurs, dans tes études, tu as remporté, on lit ici, une première place au Concours international de musique de film de Montréal en 2016. Pas la moindre des choses. Je vais continuer en listant certains autres projets d'Anaïs. On me dit L'Odyssée sous les glaces, qui a été un prix Gémeaux du meilleur documentaire dans la catégorie nature, sciences et environnement en 2020. Composé aussi la musique du documentaire The Walrus and the Whistleblower, gagnant de plusieurs prix au festival Hot Doc, puis aussi au Academy Awards. Explique-moi un petit peu le parcours de ce projet-là. The Walrus? Oui. En fait, le parcours. Écoutez, le parcours. Le parcours, écoute, la musique que tu as fait a fait en sorte que ce film-là s'est même qualifié aux Academy Awards. Est-ce que tu as eu des feedbacks de ce que tu avais fait? Oui. Comment ça s'est passé dans ce projet-là? Ça s'est vraiment bien passé. C'était un documentaire qui touchait aux droits des animaux et moi, c'est un sujet, pour ceux qui me connaissent, qui me tient beaucoup à cœur. Donc, c'est sûr qu'en partant, ça venait chercher beaucoup ma sensibilité. Donc, c'est un projet que j'ai fait aussi en collaboration avec un autre compositeur
compositeur qui s'appelle Raphaël Reed, qui est un de mes bons amis et collègues aussi. Donc, ça a été toute une aventure de créer à deux. Et ça, c'est quelque chose qui est cool aussi entre compositeurs. Quand on peut faire des associations, on devient à deux, on devient un nouveau compositeur ou une nouvelle compositrice. Et c'est un film vraiment, pour moi, marquant, sensible et dans laquelle je pouvais exprimer une sensibilité que j'ai par rapport à ça. On y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parle des démarches de composition. Anaïs, tu soulèves le fait, par exemple, de collaborer avec un autre co-compositeur. On touchera tout à l'heure la collaboration, bien sûr, avec Jérémy. Et puis, je termine en disant, bon, tu as composé aussi la musique d'une série documentaire, Truth and Lies, qui va être prochainement en ondes, on me dit, au Canada puis en Allemagne. Et puis, tu es évidemment l'objet de notre salon, de notre discussion cet après-midi. Tu es en nomination dans la catégorie Meilleure musique originale documentaire pour les prix Gémeaux de cette année. Alors, voilà pour Anaïs. Félicitations. Merci. Alors, je me tourne vers Jérémy. Jérémy, bonjour. Alors, Jérémy, on parlait de toi un petit peu. Directeur photo, réalisateur, mais aussi fondateur, producteur exécutif, chargé de développement et fondateur de maison de prod Extérieur Jour. Parle-nous un peu de toi là-dessus. Moi, comme mon accent le trahit, je suis originaire de France. En fait, j'ai une formation de directeur photo, caméraman à la base. Moi, je voulais faire du documentaire, mais je voulais apprendre à faire un métier technique pour m'aider à faire mes projets. Donc, j'avais fait le choix de faire cette formation-là. En 2009, je suis arrivé à Montréal et donc petit à petit, j'ai pu faire ma place ici à travers différents projets. Donc, j'ai fait beaucoup de web documentaires, beaucoup de photographies documentaires aussi. Puis, j'ai fondé en 2018 une compagnie, une maison de production qui s'appelle Extérieur Jour. Donc, avec Élodie Paulet et Amélie Lambert-Bouchard qui sont mes coproductrices. Et donc, c'est une compagnie qui est destinée à produire du documentaire d'auteur, de la fiction et de l'animation. Donc, c'est pas mal. Tout à fait. Et puis, tu me précèdes dans tous tes accomplissements, mais je vais en lister encore quand même quelques-uns. Il y a eu quand même des moments qui semblent charnières aussi dans ta démarche de créateur. Le Printemps érable t'a fait collaborer, évidemment, à toi, moi et la Charte, qui a été finaliste aux Gémeaux. Cette année-là, tu as réalisé des vidéoclips, entre autres formidables, de la chanteuse La Bronze. Bien sûr, tu es un collaborateur de l'ONF, de la Fabrique culturelle. Tu signes la réalisation en 2017 d'un long-métrage qui s'appelle Parfaite avec Rapide Blanc. Bien sûr, je pense que c'est là que tu as rencontré Amélie, je pense, à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette collaboration? L'importance de savoir bien s'entourer. Je pense que il ne faut pas, dans le cas notamment d'Amélie, je pense qu'il y a des gens, deux fois qui arrivent sur ton parcours, qui sont juste au bon moment, au bon endroit et qui sont bons dans ce qu'ils font. Et c'est important de bien s'entourer de gens qui sont bienveillants et qui sont bons dans leur travail. C'est une œuvre collective, hein? Une collective, dans le fond. Le film, qu'il soit sous toutes ses formes, qu'il soit une fiction ou un documentaire, c'est une œuvre qui a besoin de collaborateurs qui sont avec de grands cœurs, visiblement. Il y a des gens, ça demande une équipe extraordinaire. Beaucoup de listings de prix pour ce film-là, plein d'autres aussi. En 2020, je pense que c'est votre premier projet chez Extérieur Jour, un documentaire semi-animé qui s'intitule Le Frère, c'est bien ça? Oui, c'était notre première collaboration avec Anaïs aussi. C'est la première fois qu'on a travaillé ensemble. Excellent. Un projet qui a remporté encore une fois au Festival Regard, les Hot Docs, les prix Iris au Québec Cinéma en 21. Short Programs, présélectionné aux Oscars aussi cette année et finaliste aux Webby Awards. Un petit mot là-dessus? Ce genre de projet, ça a été très compliqué à monter. Des fois, il y a des projets comme ça, on a l'impression d'aller contre le courant. Et finalement, une fois qu'on a réussi à le faire, toute la partie production artistique a été vraiment
quand même très agréable, en tout cas pour moi. Là, tu me contrediras. Ah, tout à fait. Malgré les défis je dirais financiers, mais une fois qu'il a été fait, c'est comme si le film il a trouvé sa place naturellement et il y a eu vraiment un très bel écho. Et surtout pour un court-métrage documentaire, c'est un format qui est très difficile. Il n'y a pas vraiment de cases pour ça. Mais même là, on a réussi à le vendre à plein de télés à travers le monde. C'était vraiment fou la différence entre la difficulté qu'on a eu à le monter avec les institutions qui vraiment ne croyaient pas au projet jusqu'à ce que la SODEC finalement décide d'embarquer. Se lance. C'était les seuls qui ont à un moment dit OK, on y va, go. Et donc ça a été vraiment le grand écart là. Et finalement, c'est un film qui continue à faire sa petite vie toujours actuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, je nous invite maintenant à passer un petit peu plus dans le vif de notre sujet de cet après-midi. J'aimerais qu'on puisse parler, évidemment, du film en nomination, dont la musique est en nomination, Anaïs, La goutte de trop. Donc, j'aimerais qu'on puisse peut-être un petit peu échanger sur les défis et les opportunités qui vous ont été qui t'ont été présentés, Anaïs, quand tu as eu le film, et puis quels étaient, par exemple, là, les premiers, comment je pourrais dire, les premières esquisses, comment ça s'est passé, quelles étaient les directions que vous aviez ensemble, où est-ce que vous vouliez aller? Bien, en fait, je pense que ce serait le bon moment pour mettre la vidéo numéro 1, qui est l'intro du film. Peut-être ça peut nous mettre dans le bain un peu, puis ensuite, regardons ça. Je vais rebondir sur cette question-là. Quand j'ai mis les yeux sous l'eau la première fois, je suis descendue de quelques pieds et j'ai vu le fond de l'eau. C'était noir et tout d'un coup, j'ai eu envie d'aller voir jusqu'où ça va, qu'est-ce qu'il y a dans le fond. Et ça a été du jour au lendemain, ça a changé ma vie. Stage 1, départ, notez-le pour le Moi, mon véhicule, c'est la plongée sous-marine pour pouvoir aller quelque part, pour pouvoir voir des choses, pour pouvoir en parler. Pour ramener ces images-là, cette expérience-là, à des personnes qui n'auront jamais la chance d'aller là où je peux aller. J'ai plongé en Arctique, j'ai plongé dans des grottes, en Chine et ailleurs. Et puis je me disais, ouais, c'est beau de documenter, de montrer des belles images, etc. Mais j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'avais envie de m'impliquer davantage. Puis c'est comme ça que le projet est né finalement. Mon projet, c'est de faire une traversée comme si j'étais une goutte d'eau, d'un bout à l'autre de l'île de Montréal, sur un parcours de 70 km. La raison pour laquelle je veux faire ça, c'est pas pour faire un record du monde, c'est que je me demande qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour s'assurer d'avoir de l'eau potable. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour un verre d'eau? C'est vrai qu'ici au Québec, on a 4500 rivières, on a plus d'1 demi-million de lacs. Partout autour, il y a de l'eau. Et on pense que c'est infini. En fait, l'eau, c'est toujours la même quantité qu'il y a sur la planète. L'eau potable que l'on boit, bien, il faut la traiter et ensuite on la retraite avant de la rejeter à l'environnement et ainsi de suite. Mais plus l'eau est de mauvaise qualité dans le cours d'eau ou dans le lac, bien, plus le traitement de l'eau va coûter cher, plus ça va être compliqué de s'assurer qu'on va avoir une eau potable de qualité. L'eau n'est pas inépuisable. L'eau n'est pas gratuite. L'eau coûte cher. Super extrait. Bien évidemment, un sujet de l'heure, un sujet extraordinaire.
Alors, parlez-moi un petit peu de comment ça a commencé votre parcours musical l'un avec l'autre. Je me souviens plus comment on s'est retrouvés en contact, tiens. Moi, je m'en souviens. Donc, tant mieux, hein? Oui, c'est ça. Jérémy m'avait envoyé le scénario en premier de ce film-là. Ah, pour ce film, oui, mais pour notre collaboration. Notre collaboration. Le premier contact. Oui, ben en fait, il y avait... oui, moi, je m'en souviens. En fait, ça avait été organisé un genre de salon où est-ce que il y avait beaucoup des femmes, en fait, de l'industrie du cinéma qui pouvaient se réunir et on pouvait rencontrer des monteuses, des réalisatrices, des productrices. Et j'avais fait la rencontre d'Amélie et Élodie qui travaillent avec Jérémy. Puis le courant était passé. Donc, on avait eu notre première collaboration pour le film Le Frère. Et pour celui-là, Jérémy m'avait contacté avec le scénario. J'avais lu le scénario. Puis Jérémy avait... Je ne sais pas en fait comment ça s'est passé, mais il y a une musique que j'avais déjà composée, que Jérémy appréciait vraiment, puis qu'il avait déjà placée sur son film, puis il était comme « Hey, j'aime ça ». Et je pense qu'on est vraiment parti de ça pour créer l'intention de la bande sonore. La bande sonore. Est-ce que on entend, peut-être tu peux nous décrire un petit peu les instruments et puis comment tu as approché, en tout cas, de l'extrait qu'on vient d'entendre. Puis aussi, j'aimerais t'entendre, Jérémy, sur les goûts musicaux, ou en tout cas qui étaient pressentis de ton côté pour accompagner le propos du film. Alors, tu veux nous décrire un petit peu, Anaïs, qu'est-ce qu'on entend? Oui, mais en fait, c'est surtout des bois qu'on entend. Il y a aussi une partie synthétiseur. Et le film, c'est sûr qu'il y a beaucoup, comme Jérémy va pouvoir vous en parler, c'est beaucoup le cycle de l'eau, en fait, de comment l'utilisation de l'eau qui passe par de la machinerie, on voit des maquettes aussi. Donc, la musique avait une fonction aussi un peu cyclique dans l'intention, dans tout ce qui est synthétiseur. Puis, les vents, en fait, c'était l'instrumentation principale de la pièce que Jérémy avait appréciée. Donc, je suis restée beaucoup dans cette esthétique de vent et plus de synthétiseurs. Donc, autrement dit, la palette de départ, c'était clairement établi qu'on s'en allait vers des instruments à vent. Et puis, bien sûr, parce qu'on voit le traitement de l'eau, c'est ce que tu dis, le cycle de l'eau, le cycle et la musique qui en quelque part a sa propre répétition, a son propre cycle elle aussi. Jérémy, qu'est-ce qui était pressenti comme accompagnement musical dans ce film-là? Je pense que la seule chose que j'avais en tête au début, c'était tout sauf une musique aquatique. C'était vraiment... C'était comment... Parce que souvent on va tomber dans des thèmes... aquatique. Je ne sais pas comment exprimer ça d'un point de vue musical, mais souvent, ça nous faisait rire au début, parce qu'on disait non, on ne veut pas ça. Donc, c'était comment trouver plutôt une intention dans la musique, et notamment cette idée justement de la machinerie qui est un peu implacable, et parce que tout le film aussi était basé sur ça, sur le fait de montrer un peu l'envers du décor, de cette grosse machinerie qui est la distribution de l'eau potable et le traitement de l'eau usée au Québec. Donc, il y avait un peu cette idée d'un rythme, quelque chose qui ne s'arrête pas, qui est comme une machine qui continue. Et ça collait bien aussi avec le fil rouge du film, qui était la quête du personnage principal, donc Nathalie, qui faisait cette plongée dans le fleuve Saint-Laurent. Donc il y avait quelque chose un peu épique aussi qui venait avec. Donc je pense que le point de départ, c'était vraiment ce qu'on ne voulait pas, et un peu l'idée de la machine, d'un mouvement. Comme un mouvement perpétuel. Un mouvement perpétuel, un cycle qui n'arrête pas, comme l'eau finalement qui n'arrête pas dans notre atmosphère. Comment tu réagis à ça la première fois que tu as entendu, mettons, par exemple, Jérémy te dire « Je sais ce que je ne veux pas, Anaïs ». Alors toi, est-ce que tu savais qu'est-ce que tu voulais ou qu'est-ce que tu ne voulais pas? Il y a certains projets que j'ai travaillés, pour lesquels j'ai travaillé dans ma vie, que je savais, en lisant le scénario, je savais le thème musical, je l'entendais dans ma tête. Et j'aurais pu décrocher, mais ça s'est adonné que ça a fonctionné. Là, mais pour ce projet-là, en fait, moi, j'aime ça j'aime ça la discussion entre un réalisateur et une compositrice, parce qu'il y a des réals qui, la musique, eux, c'est comme pas important nécessairement. Donc, quand quelqu'un sait ce qu'il veut, moi, j'ai aucun problème à me faire dire ça, je veux pas ça, ça, je veux pas ça. Je trouve qu'on est plus créatif quand on a des restrictions que quand la page est complètement blanche. Donc, moi, me faire dire, écoute, ça, j'haïs ça, cet instrument-là, ou oh, ça, j'adore ça.
pour moi, des fois, ça va me pousser aussi dans des directions que je n'aurais pas nécessairement pris de moi-même. Comme je me souviens qu'il y a un film, par exemple, avec un autre de mes collaborateurs, que lui, il voulait que de la voix, pas d'instruments et tout. C'est pas quelque chose que j'aurais fait naturellement, mais je l'ai fait. Puis au final, j'écoute ça, puis je fais comme, hey, tu sais, c'est cool, tu sais. Donc, je pense que Jérémy avait l'air de savoir quand même ce qu'il voulait. Puis en plus, ça partait d'une chanson que j'avais déjà composée, donc je trouvais ça intéressant. Il y avait un point de départ esthétique, il y avait un point de départ comme ça. Et donc, autrement dit, c'est pas limitant de se faire imposer des limites, autrement dit. Autrement dit, c'est peut-être rassurant, ce que je dirais. J'irais aussi loin de dire que c'est rassurant pour un compositeur d'avoir... En fait, je dirais même plus, c'est inspirant, en fait. Tiens. C'est inspirant. Ouais. Okay. Je pense que c'est la même chose pour un réalisateur aussi. Là. Parce que souvent, on a l'impression qu'on ne veut pas de contraintes. Et dans l'absolu, on aimerait avoir aucune contrainte pour faire les films. Mais les contraintes viennent aussi avec une part de créativité. On est comme obligé de répondre à des défis en disant, bon, ben, qu'est-ce qui est faisable ou pas. Donc, moi, je sais que c'est la même chose. J'aime avoir deux fois ces contraintes-là, quelles qu'elles soient, parce que ça te force à te dépasser aussi, à être plus créatif. Oui, exactement, c'est ça, oui. Je ne sais pas si on passe à l'autre extrait. C'est un autre extrait de... Oui, en fait, l'extrait numéro 2 qu'on va passer aujourd'hui, c'est la pièce que Jérémy a placée, je pense, telle qu'elle, dans son film, qui existait déjà et qui est la base un peu de l'inspiration. Écoutons ça. Exactement. Absolument. Les rapides, c'est là où l'eau potable est tirée majoritairement pour la ville de Montréal. L'eau douce et l'eau potable, ce sont deux choses différentes dans la mesure où l'eau potable, c'est une eau qui a été traitée. Cette eau directement potable, elle n'existe plus dans la nature ou au Québec, ou très rarement. Donc, toutes les sources d'eau douce qui existent sur notre territoire, il faut quand même la traiter, la potabiliser, donc faire un traitement pour qu'on puisse la consommer sans que ça pose de problèmes pour la santé. L'eau potable à Montréal, c'est plusieurs infrastructures. C'est 6 usines de production d'eau potable. Vous vous trouvez aujourd'hui dans l'une des plus importantes de l'agglomération de Montréal, donc l'usine Chargy d'Ébaillet, qui, de concert avec l'usine Atwater, fournit l'eau potable à plus d'1,2 million de personnes à Montréal. Super, c'est vraiment très bien, super, merci beaucoup. Merci. Oui. Encore une fois, on reconnaît les bois, on reconnaît dans le fond, donc autrement dit, chez toi, Jérémy, ça a instigé, ça répondait bien, en tout cas, probablement à l'imagerie du cycle de l'eau qui n'arrête pas. Donc l'énergie dans cette musique-là t'a tout de suite séduit. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y avait ce côté rythmique et énergique là, qui, je trouvais, collait bien au scénario et à ce qu'on essaie de faire avec le film. Mais aussi, je trouvais qu'il y avait déjà une identité qui était vraiment très forte dans ce morceau-là. Il y avait déjà comme un imaginaire pour moi qui était embarqué par le choix des instruments, je trouve qu'en tant que réalisateur, souvent la pire angoisse avec la musique à l'image, dans la composition de musique pour un film, c'est de faire une musique qui est un peu quelconque. Parce que deux fois, et souvent en documentaire, c'est très. Mais après, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, le talent. Mais deux fois, je trouve que souvent en documentaire, souvent notamment par exemple en télé, ou quand il y a moins de temps, moins de budget, parfois c'est des musiques qui sont plus pour faire de l'illustration parce qu'on veut pas de silence. Et moi, j'aime quand une musique, elle est là parce qu'elle est significative et parce qu'elle apporte une émotion. Et que je vois Anaïs comme une co-autrice du film. Parce que par son médium, elle écrit aussi une intention pour le film. Donc pour moi, c'est vraiment ça que dans le morceau, je trouvais tout de suite, là, il y a une intention claire. Même si elle n'a pas écrit pour ce film-là, l'émotion passait et marchait là. Est-ce qu'on peut dire que, dans le fond, la musique d'Anaïs ici avait déjà une signature qui finalement connaît très bien avec ce que tu voulais illustrer? Oui, tout à fait. Le travail aussi d'Anaïs, ce que moi je sais que sur Le Frère aussi il y avait ça, c'est
les musiques de films avec lesquelles on grandit, en tout cas moi avec lesquelles j'ai grandi, et j'étais un peu un geek là, quand j'étais un jeune enfant ado, j'écoutais les musiques de John Williams, et j'avais comme le best-of John Williams, et là j'étais obsédé par ça, et je voulais devenir chef d'orchestre. Donc j'adorais les musiques de films, il y avait ce côté grande musique de film hollywoodienne, mais il y a très peu de gens qui savent bien le faire. Et Anaïs, elle a ce talent-là, elle sait composer pour différents instruments, elle sait les orchestrer. Il y a quelque chose qui fonctionne, et pour le frère, c'était vraiment ça, c'était la musique, vraiment grosse musique orchestrale, et ça marchait. Et souvent, c'est très difficile à trouver des gens qui le font avec une identité, où vraiment ça n'a pas l'air d'être une sorte de pastiche de justement John Williams ou de Hans Zimmer, ou selon la mode et le goût de... Donc ça vient vraiment en grande partie du talent aussi de la personne, pour moi. Oui, parlons-en du talent de la personne. Parlons-en des talents d'Anaïs qui sont, encore une fois, en nomination pour ces prix Gémeaux cette année. Anaïs, qu'est-ce qui te pousse à aller vers une sonorité plus qu'une autre en tant que créatrice? Quelles sont les influences qui t'accompagnent à tous les jours? Bien, je dirais un peu comme Jérémy. Moi, j'ai grandi avec la musique de John Williams, aussi de Hans Zimmer et de tous les grands et les grandes compositrices de Hollywood. Et c'est toujours quelque chose, quand je sortais de la salle de cinéma, j'avais le thème musical en tête. Puis pour moi, j'étais comme, tu sais, comme je cite souvent Jurassic Park, pour moi, la musique de Jurassic Park, c'est les dinosaures. Tu sais, je vois rien d'autre sur cette musique-là. Même chose avec James Newton Howard pour Petit Pied le dinosaure. J'ai grandi avec ces films-là et c'est quelque chose qui venait me toucher particulièrement. Puis pour moi, la mélodie, c'est toujours les thèmes, la mélodie, c'est quelque chose qui m'a accompagnée beaucoup, qui m'accompagne dans mon quotidien. J'aime beaucoup les thèmes de musique de film et je dirais que pour moi, la musique de film, c'est comme un personnage, un troisième personnage dans le film qui donne un point de vue aussi, parce que des fois, notre travail, c'est pas toujours de souligner ce qui est évident à l'écran, mais c'est aussi un point de vue, c'est de savoir lire entre les lignes d'un scénario, puis que la musique puisse apporter un point de vue aussi. Que la musique prenne sa pleine place, je ne sais pas comment le dire autrement, mais qu'elle ne soit pas, comme tu disais tout à l'heure, Jérémy, qu'elle ne soit pas plaquée derrière des images pour faire du temps, si on veut, ou pour juste parce qu'on a un trou à meubler, par exemple. C'est une belle description de ce qu'on souhaite tous en tant que créateurs faire lorsqu'on a des projets de musique de film, d'avoir des projets qui sont porteurs et puis qui nous laissent aussi la place de s'exprimer comme créateurs. Comment tu as vu la place de la musique originale dans ton film ici, dans La Goutte de trop, Jérémy? Ça s'est fait vraiment naturellement. Je n'ai pas souvenir que ça a été un questionnement ou une difficulté. Je pense qu'en montage, on sentait les moments où on avait envie de respirer, ou est-ce qu'on se dit, là il y a comme une poussée au niveau de la narration, de l'histoire, où on pourrait être soutenu par une musique. Je pense que le défi, c'est toujours de bien calibrer, de ne pas en mettre trop au bon moment, parce que c'est vrai que des fois c'est tentant, on sent qu'il y a un petit coup de mou, là, on va mettre une petite musique là, qui va bien pour soutenir, mais c'est comme du plaquage. C'est pas définitif, c'est pas des bonnes solutions, je pense, pour le film. Puis aussi, ce qui est intéressant dans le film de Jérémy, c'est que, évidemment, dans le film, on parle de la thématique des eaux usées, on parle de la thématique de la consommation d'eau. Et ces thématiques-là, Jérémy voulait que chaque thématique ait son thème musical. Et quand on se promenait dans le film, les thèmes musicaux revenaient selon le sujet. Puis ça, c'était vraiment quelque chose qui était intéressant parce que j'ai pu composer plusieurs thèmes pour chacune des thématiques. Puis à ce moment-là, une fois que ces thèmes sont bâtis, là, ça devenait comme un peu plus facile, si on veut, parce qu'on savait que telle scène, ça parle de la consommation d'eau. Ben voilà, je vais arranger, je vais orchestrer ce thème-là. Et ça, c'était intéressant aussi. C'est une occasion extraordinaire de aussi montrer toute la palette de ton talent, aussi, ou en tout cas une partie, de ne pas faire quelque chose qui est monotone. Mais ça vient aussi, moi, d'une part d'éducation pour moi, dans le sens où, au fur et à mesure de mes projets, il y a une part où on apprend assez facilement certains aspects.
la colorisation, le chant. C'est pas très compliqué en tant que réalisateur, surtout quand on a une formation à l'image, de comprendre. Mais la musique, c'est un défi. C'est-à-dire que si on n'est pas musicien, si on n'est pas, ça peut être difficile de bien comprendre. Et même, moi, j'ai un passé de musicien, mais pas au niveau professionnel. mais c'est que il fallait que je trouve une façon de comment fonctionner pour que la musique ait du sens. Parce que sinon, c'était très difficile pour moi de communiquer à la personne avec qui je travaillais ce dont j'avais besoin. Donc il fallait que je trouve un mode de fonctionnement qui, pour moi, était logique et permettait aussi de donner des clés à la personne avec qui je travaillais pour dire, ben voilà, je pense que ça, c'est une bonne piste, ça va t'aider à... Pour moi, j'ai l'impression que ça pouvait aider à structurer la musique, parce que sinon, on dit, bon, ben là, qu'est-ce qu'on met dans cette scène? Donc moi, je dis, ben là, cette scène-là, on parle des eaux usées, c'est le thème des eaux usées. Voilà. D'un coup, ça simplifiait beaucoup les choses, surtout dans du documentaire de société, où il n'y a pas forcément, ok, cette scène-là, elle est déchirante, il faut un thème vraiment qui soit très triste, parce qu'on n'est pas dans ce genre de film-là, il y a de l'émotion, mais c'est plutôt des films plus intellectuels, on va parler de choses. À faire réfléchir. Tu soulèves quelque chose que je trouve extrêmement important, puis j'aimerais qu'on puisse peut-être en discuter. Je ne sais pas, je pense que vous avez peut-être un troisième extrait qu'on pourrait peut-être regarder, si vous en avez un, mais j'aimerais qu'on puisse... Est-ce qu'on en a un autre? Tu peux poser ta question. Oui, ben c'est ça. Ben, j'aimerais, après ça, qu'on puisse peut-être élaborer sur vraiment la collaboration qui est la plus fructueuse et qui doit exister entre le créateur du film, le réalisateur, le chef du bateau et le département musique, le département de la composition. J'aimerais ça qu'on puisse parler un petit peu, qu'on puisse élaborer un petit peu sur la collaboration de ça. On va passer au troisième extrait avant. Oui, juste une petite explication avant le troisième extrait. C'est un extrait où, parce que vous savez, des fois, on n'a pas toujours, c'est deux personnes avec une vision. Des fois, on n'a pas toujours exactement la même vision pour une scène. Et pour cette scène-là, des grilleurs, je ne sais pas si tu veux parler un petit peu de la scène en premier. Bon, donc c'est une scène où est-ce qu'il y avait une scène où est-ce qu'il y avait comme la machinerie qui soulevait des sédiments. C'est comme au traitement des eaux usées, c'est la partie vraiment où vous ne voulez pas aller. Il y a comme des grilles qui viennent enlever vraiment tout ce qui reste après le gros nettoyage. Donc c'est particulièrement dégueulasse. Ça sent très fort. C'est vraiment la zone chaude, là, pour reprendre les termes Covid, de l'usine de traitement des eaux usées. Et pour cette scène-là, moi, j'ai vu tout de suite la machinerie et j'ai pensé à une référence de film, un vieux film, Métropolis, en 1927, où est-ce qu'il y avait de la grosse machinerie, puis à un moment donné, c'est comme ça part un petit peu en vrille, là, puis là, il y a comme une certaine intention musicale qui est intéressante, que j'ai voulu faire un petit clin d'œil à ce film-là sur cette scène-là, mais c'est un peu intense. Et Jérémy trouvait ça intense. Mais moi, j'étais comme, moi, j'aime ça. Et puis les deux productrices étaient comme, nous aussi, on aime ça. Donc finalement Jérémy a accepté cette scène. J'aime ça aussi. Hein. Et ça traduit aussi beaucoup les étapes de collaboration qui existent jusqu'à ce que ça soit collé à la pellicule pour reprendre l'ancienne image. Ce qu'on retrouve ici, c'est les 8 dégrilleurs. Les grilleurs sont utilisés pour enlever tous les résidus dont la grosseur est plus que 2,5 cm. Non seulement efficace, mais c'est aussi assez évocateur, effectivement, avec la petite annonce avant justement qu'on voit tous les déchets arriver. C'est tout à fait utile et habile. Peut-être juste par rapport à l'extrait, je pense que ce qui est intéressant aussi dans le fait que moi je doutais, mais je pense que quand on a des bonnes collaborations aussi artistiques avec les producteurs ou la compositrice de musique, parfois on doute parce que on doit prendre tellement de décisions sur un film. Et là je dis, est-ce que c'est trop? Est-ce que les gens est-ce que ça va faire bizarre? Et des fois on a du mal à prendre du recul par rapport à certaines décisions qui sont peut-être un peu auxquelles on n'avait pas pensé. Donc après, des fois c'est avoir confiance. Parce que moi j'aimais ça, mais je n'étais vraiment pas sûr de est-ce que ça va fonctionner. Et finalement, quand je regardais le film récemment, je dis, ça fonctionne très bien. C'est même drôle, ça me fait rire à chaque fois. Donc je pense qu'il faut juste avoir confiance. Oui,
parlant de confiance, alors évidemment, lorsque un réalisateur approche un compositeur avec son bébé, hein, tout le monde vit pendant plusieurs mois de préparation avant que ça se traduise en images et puis tout le reste. Parlons-nous un petit peu du climat de confiance qui est recherché entre le réalisateur et le compositeur. Comment ça se décline? Je pense que moi, j'aime les relations à long terme, les relations professionnelles à long terme. J'aime parce que je trouve que ça mûrit aussi avec le temps. Donc, il y a vraiment, déjà pour moi, il y a un facteur humain avant tout. C'est-à-dire que c'est pareil pour les amis, pour tout. Il y a vraiment une question d'intuition. Là, genre, ça s'explique pas là. Chacun le prend comme il veut, mais pour moi, c'est est-ce que je sens cette personne-là, est-ce que je sens qu'il y a une connexion, et donc ça, c'est primordial. Donc ça, c'est la première étape. Puis après, dans le travail, c'est apprendre à se connaître. Est-ce qu'on a la même éthique de travail, est-ce qu'il y a du respect, en plus de, bien sûr, est-ce qu'il y a du talent? Oui, bien sûr, ça c'est la donnée de base, le prérequis de base. Hein. Mais une fois que c'est la question du talent est évacuée, le talent, c'est très bien, mais pour moi, le reste est encore plus important. C'est que je préfère quelqu'un qui est peut-être moins un big shot, ou je ne sais pas si on me proposait de travailler avec quelqu'un de très connu, mais qui est exécrable dans sa relation, ça ne m'intéresse pas. Je sais pas, pour moi, c'est pas pertinent, c'est pas intéressant. J'ai envie de travailler avec des gens humainement où je respecte la personne humaines, et je sens qu'on peut aussi avancer ensemble. Parce qu'encore une fois, il y a une part d'éducation, je pense, en tant que réalisateur, aussi à comment travailler avec un compositeur, et il faut être à l'aise d'être ridicule. Et moi, avec Anaïs, le premier film, ça a été un apprentissage, comprendre, parce que c'était un film qui était difficile aussi, de trouver le bon ton, la bonne approche. Mais je sais que sur celui-là, ça s'est fait. Il y avait vraiment un truc de, OK, là, on a passé un peu la zone un peu où on pédalait, on disait, OK, comment on fonctionne. Ça a bien coulé pour reprendre l'image, oui. Anaïs, comment tu reçois, donc, et comment tu collabores, comment tu reçois les directives, par exemple, dans un film comme celui-là, comment tu reçois les directives de la production, du réalisateur pour traduire ça comme il faut? Quelle est, selon toi, tu penses, la meilleure façon de collaborer, étant toi l'experte de musique, hein, parce que c'est toi la compositrice, c'est toi qui s'occupe du département musique. Et là, de présenter tes idées, c'est une chose. Ensuite, de les défendre, c'est une autre. Comment tu t'y prends? Comment ça se passe avec le réalisateur? Bien, je pense que, premièrement, pour faire ce métier-là, il faut être quelqu'un d'assez humble. Donc, je ne suis pas en train de produire la musique pour mon album. Je suis au service d'un film. Donc, si je suis choisie pour ce film-là, je suis super contente, mais je dois avoir une conversation puis un lien de confiance avec l'équipe du film pour voir c'est quoi leur vision. Puis, souvent, ça donne que leur vision, je suis d'accord avec cette vision-là aussi. Là, c'est rare que je fais comme « Ah ouais », tu sais. Donc, c'est ça, on part de ça. C'est une discussion aussi de direction musicale, mais honnêtement, en tout cas, avec Jérémy jusqu'à maintenant, je trouve qu'il m'a amené dans des belles directions musicales. Puis, ouais, c'est ça s'est bien passé. Super. Tantôt, on disait, en cours de route, on disait, bon, on n'est pas tous des experts en musique. Hein? Tu disais ça tout à l'heure, Jérémy. Cependant, force est de constater qu'on a tous un goût musical. On écoute la musique à tous les jours, à peu près à tous les moments de notre vie. Il y a de la musique à peu près dans tous les endroits publics qu'on croise à tous les jours, lorsqu'on a la chance d'aller en public et puis de croiser tout le monde. Mais la musique peuple nos vies de A à Z. Ça veut dire qu'on a tous un goût particulier à la base. Tu parlais tout à l'heure de ton éducation musicale, tu parlais de des grandes musiques de films que tu aimais. Qu'est-ce qui fait que, en bout de ligne, tu vas, par exemple, donner une directive plus qu'une autre au compositeur? Qu'est-ce qui va dicter ta direction? Je pense que ça varie vraiment d'un projet à un autre aussi. Il y a des projets qui sont très faciles de fois. Par exemple, celui-là le scénario était très clair et le film ressemble beaucoup au scénario parce que j'ai eu la chance de collaborer avec une scénariste recherchiste qui avait fait un travail extrêmement précis. Donc ça, d'un coup, tout
tout cool. Et c'est parfait pour ce genre de film, plus société, justement, avec des intervenants, des choses comme ça. Donc là, d'un coup, c'est plus simple, je trouve, pour guider, parce que la base est très stable. Mais des films, c'est pas des films qui se cherchent pendant longtemps. Et c'est pas des moins bons films, c'est pas des films qui ont été moins bien recherchés, ou c'est un autre type de film. Il y a des films quand on est plus sur de l'humain, sur du documentaire d'observation. Et donc là, c'est plus compliqué parce que des fois arrive le moment où on rencontre le compositeur et on ne sait pas forcément c'est quoi la bonne approche. Donc là, il y a vraiment tout un travail, je trouve, de déblayage où il faut vraiment que la personne, le compositeur ou la compositrice soit vraiment patient et à l'écoute. C'est vraiment un travail on creuse. Genre, ça, moi, j'ai mis ça en musique temporaire. Pourquoi j'ai mis ça Deux fois, ça part de ça, les musiques temporaires, même si c'est toujours un piège, un peu les musiques temporaires, mais... Oui. Ça donne une direction quand même, là. Donc, ça peut être intéressant, mais je pense que le travail du compositeur ou de la compositrice, c'est aussi de traduire, traduire le langage d'une personne qui n'a pas nécessairement la théorie musicale pour expliquer, là, tu sais, si quelqu'un... Bon, là, c'est un exemple un peu fou, mais que j'entends plein de fois, là, comme « Ah, c'est bon, mais je voudrais ça plus bleu. » Là, j'exagère, mais des fois, c'est très flou, puis c'est notre travail de comprendre. Et c'est là que je pense que de développer son intelligence émotionnelle, ça aide beaucoup parce qu'un film, c'est pas juste qu'est-ce qu'on voit. Il y a tout un... Et on voit ça beaucoup... en documentaire, c'est souvent informatif, mais en fiction aussi, des fois, une émotion qui est vue à l'écran, c'est pas nécessairement l'émotion qui est ressentie par le personnage. Puis c'est important qu'on décide du point de vue de la musique. Est-ce qu'on veut que la musique appuie ce qu'on voit? Est-ce qu'on veut que la musique nous induise en erreur? Est-ce qu'on veut que la musique appuie l'émotion d'un seul personnage? Et je pense que c'est là que d'avoir une bonne communication puis d'avoir les habiletés pour traduire ce langage-là, c'est quelque chose qu'on doit développer comme compositeur, compositrice. Tu parles de traduire les choses pour les gens qui écoutent, qui reçoivent ta musique. Parle-moi donc un peu du vocabulaire qui existe. Parlez-moi du vocabulaire que vous avez utilisé l'un avec l'autre. Tu viens juste de dire, tu viens de prendre un exemple assez frappant, puis on en a tous entendu en tant que créateur de musique à l'image, plus bleu ou moins sombre ou plus ceci ou plus cela. Parlez-moi un petit peu du vocabulaire. C'était quoi la teneur de vos propos? Comment vous faisiez pour décider, par exemple, d'un instrument plus qu'un autre ou d'un tempo plus que d'un autre? Comment vous vous y êtes pris? Je ne sais plus vraiment si on a... Je pense que c'était vraiment les thèmes, c'était vraiment ça le point de départ. Donc on a plutôt pensé par thème, le thème des eaux usées, est-ce que c'est plus grave, est-ce que c'est plus joyeux, le thème de la machinerie. Donc on essayait plutôt de fonctionner comme ça, avec des intentions globales. Mais des fois je disais, une version plus mineure, plus triste de ça. Plus lente, plus rapide. Bon, alors c'est ça. Donc, vite, lent, mineur, majeur. Bon, on touche... Comique, pas comique. Comique, pas oui, comique. Bon, comique aussi. On touche donc à des choses qui, peut-être dans la culture générale des gens, va vouloir dire quelque chose. Bon, bien évidemment, comique ou pas, oui, bien sûr, mais par exemple, des termes théoriques. On parlait tout à l'heure de théorie musicale. C'est toi l'experte pour essayer de comprendre, on va dire plus loin que la lettre, en tout cas, ou l'explication de départ, pour dire, OK, je pense que ça se traduit, moi, dans mes termes de compositeur, comme mineur, ou bien up-tempo, ou bien est-ce qu'on veut bien, comment on veut bien les faire. Donc, ce sont tous des termes, il y a eu des termes de départ là, sur lesquels vous vous êtes entendus, là. Comme je pense à une scène en particulier où est-ce qu'il est question des fuites d'eau de la ville de Montréal, c'est qu'il y a un problème qui arrive souvent. Puis au lieu de souligner le côté un peu « oh non », tu sais, on voulait faire quelque chose d'un peu tragico-comique. Donc là, j'ai été chercher, par exemple, des instruments avec des articulations un peu plus courtes, sautillants, avec des petits instruments comme, mettons, un glockenspiel, un peu plus rudimentaire pour faire un petit clin d'œil humoristique. J'aurais pas sorti la ligne lyrique de violoncelle pour cette scène-là. Par exemple. Mais donc, et toi, Jérémy, par exemple, quand tu recevais, par exemple, des instruments comme ça, peut-être tu les reconnaissais ou pas, mais est-ce que vous avez eu, par exemple, spécifiquement une discussion d'instruments précis? Tu relèves, par exemple, le glockenspiel ou, par exemple, pas le violoncelle. Il y a peut-être eu des tentatives qui ont été suggérées. Est-ce que vous parliez d'instruments aussi?
de façon très simpliste, là, dans le sens où je les maîtrise pas comme un musicien. Donc, mais des fois, je dirais les vents, les cordes ou la couche électro. Là, deux fois, c'était plus des choses très larges comme ça, ce qui suffisait en général pour se comprendre. Après, c'était vraiment plus dans les intentions de, par exemple, le morceau plus comique, c'était peut-être un peu plus ou un peu moins. Je sais qu'on avait eu plusieurs essais là pour trouver le bon ton. Oui, puis dans l'autre film de Jérémy que j'ai fait avant, il y avait une scène de bataille avec un vilain. Et là, je pense que j'ai souvenir qu'il voulait quelque chose de plus intense, plus méchant. Donc là, j'avais sorti les cuivres. Tu sais, c'est vraiment de savoir. Tu sais, s'il dit je veux quelque chose de plus méchant, tu vas pas sortir la flûte traversière. Tu sais, fait que c'est là qu'il y a comme. Alors c'est super intéressant parce que c'est là où on se rend compte que il y a, j'imagine, toute une démarche à faire pour se comprendre. Hein, parce que sans être les experts, il y a toujours bien le chef d'équipe qui, lui, requiert, en tout cas, c'est lui le chef du bateau, et puis il veut mener à bien son film. Puis pour ça, il faut qu'il essaie le plus possible de traduire les idées de musique qu'il peut avoir dans ses goûts personnels, mais en même temps sans avoir toute la finesse que par exemple, l'expert en musique, lui, doit avoir. Et puis là, c'est là où tu nous dis, Anaïs, que c'est littéralement le compositeur, la compositrice, c'est toi qui dois avoir la finesse de comprendre à travers les mots, à travers les idées, à travers ce qui est dit, qu'est-ce que le réalisateur veut dire. Oui, et même, je dirais, dans l'autre sens aussi, il y a aussi des situations où est-ce que tu vas fournir, le compositeur, la compositrice va fournir une maquette de son idée musicale. Et là, c'est aussi au réalisateur d'avoir la vision de quand on va enregistrer un violoncelliste, on va enregistrer un violoniste qui va jouer. Donc, le son que tu entends, le son synthétique, ça ne sera pas ça. Donc, ça, c'est aussi un défi qu'on a parce que quand on monte quelque chose, des fois, on a peur, on se dit « Ah, mais c'est pas terminé. Est-ce qu'il ou elle va comprendre comment ça va sonner une fois que ça va être fini? » Et c'est là que la relation de confiance est importante, puis c'est quelque chose qui se bâtit, parce que c'est sûr que si je travaillais avec Jérémy pour la première fois, puis je lui envoie ma première maquette, puis ça sonne, je dirais pas le mot, là, mais ça sonne boboche, là. Même si je vais enregistrer des vrais musiciens, puis au final, ça va être fantastique. Mais Jérémy, c'est la première fois qu'il entend ma musique. Donc, je pense que c'est un travail aussi éventuellement, avec le temps, de savoir quand le compositeur te dit « Voici ce que c'est pour l'instant, mais j'ai quelqu'un qui s'en vient en studio. Est-ce que tu aimes ça pour l'instant? » Avec dans l'idée qu'il va y avoir un vrai musicien qui va jouer la mélodie. Que le rendu va être amélioré. Exactement, oui. Qui ne restera pas synthétique. Et puis là, on aurait probablement assez de matériel pour ouvrir une toute autre discussion, un tout autre débat sur les moyens techniques qui sont à notre disposition. Merci beaucoup pour ça. En tout cas, je trouve que ça met en lumière énormément les besoins, je crois, qui existent au sein de la communauté des créateurs de musique pour l'image, de continuer peut-être à organiser des sessions d'information, des sessions de... en fait, pour vraiment informer et les réalisateurs et les compositeurs de musique à l'image pour qu'ils puissent s'entendre de mieux en mieux, je dirais. En tout cas, ça serait vraiment quelque chose à vraiment investiguer. En terminant, je ne sais pas si vous voudriez vous exprimer un petit peu. On a écouté vraiment des super beaux extraits. La musique originale a vraiment une plus-value dans les films. Évidemment, bien sûr, les trames sonores ne sont pas que composées que de musique originale et faites sur mesure. Mais j'aimerais ça vous entendre sur ce que vous pensez, par exemple, dans ton travail, Anaïs, ici pour le film. Qu'est-ce que tu penses de la valeur que ta musique apporte, par exemple, à ce documentaire-là?
Ben moi, je pense que le compositeur ou la compositrice de musique de film, c'est une artiste de plus dans le film avec une vision aussi. Je pense que, bon, c'est un talent, c'est une expertise aussi. C'est la possibilité de créer une âme aussi au film parce qu'on on va composer des thèmes, on va composer quelque chose qui se tient, en fait, c'est ça, un personnage carrément. Et c'est quelque chose que, bon, c'est sûr qu'il y a des contraintes budgétaires puis tous les projets sont uniques. Mais de ce qui est intéressant dans la musique à l'image, c'est qu'on peut vraiment créer une esthétique pure pour un projet en particulier, puis en créant des thèmes qu'on réorchestre, en ayant un point de vue, en faisant quelque chose avec une cohésion. Puis moi, je trouve que c'est important dans certains projets, oui. Jérémy, quelques opinions là-dessus, bien que je pense qu'on est tous assez d'accord que tous les projets ne requièrent pas tous les mêmes genres de musique, mais de ton point de vue, quelle est la plus-value d'avoir demandé à Anaïs de faire une musique originale pour ton film? Ben, je pense que utiliser la musique d'une banque, par exemple, pour un film comme celui-là, ce serait comme si dans un film de fiction, j'avais un acteur qui est toujours un peu faux. Tu sais, il dit le texte, on suit l'histoire, mais il est toujours un peu genre... Tu sais, ça peut marcher, mais c'est approximatif pour moi. Je sais, parce que les musiques de banque, il y a de très bonnes choses qui sont faites, mais trouver la bonne intention, la bonne émotion, et même s'il te donne 60 versions avec toutes les pistes séparées, avec violon, sans violon, assis, 30 secondes, 1 minute, genre, certes, mais ça n'a pas été fait dans l'intention de soutenir un sens et une émotion. Donc pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai jamais, dans un film, là, genre ça m'est jamais arrivé, je touche du bois, j'ai jamais utilisé de musique de banque. J'en ai souvent utilisé, mais dans des projets qui sont plutôt des projets type corporatif ou des choses qui sont moins. La musique est plus là justement dans un but de soutenir l'attention, je dirais. Mais dans un film, avoir un compositeur, c'est que faire un film, c'est creuser un sillon de façon complètement obsessionnelle, de l'écriture au mix final. C'est-à-dire on est là et on creuse toujours le même endroit, et la musique nous aide à creuser un peu plus profond. Donc c'est juste ça, c'est comme une couche de plus de sens. On revient peut-être à dire, comme on disait au tout début, que dans le fond, ça vient sceller la signature un peu du film. Donc, on est tous très heureux, je pense, les compositeurs et compositrices, d'avoir la chance de collaborer à des projets originaux. C'est notre métier, c'est ton métier. Un petit mot peut-être en terminant sur le rôle des femmes dans ce métier-là? Oui, c'est un sujet qui est très, très important pour moi, le rôle des femmes, le rôle des minorités. Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de modèles quand on a grandi par rapport les jeunes filles qui sont dans les cours de musique. C'était toujours des compositeurs hommes qui étaient très talentueux aussi, mais c'est important d'avoir des modèles pour ces jeunes filles, ces jeunes minorités-là qui veulent aussi aller dans ce métier-là. Je pense que c'est très important qu'on ait une visibilité qui puissent avoir leur place, parce que le talent n'a pas de sexe, n'a pas de nationalité. Je pense que c'est vraiment de faire plus de place. C'est nécessaire. Peut-être, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est vrai que la prise de contact a été faite grâce à un événement de la SODEC qui était destiné justement à mettre en avant des compositrices. On n'a pas travaillé avec Anaïs parce que c'était une femme. C'est juste parce qu'elle était bonne. Donc ces événements-là sont tellement utiles parce que il y a des gens plein de talent qui s'avèrent que c'était des femmes, parce que souvent elles sont moins mises en avant aussi. Il y a quand même plein de facteurs, c'est quand même complexe, et je le vois en tant que réalisateur aussi. Là, c'est quand même, des fois c'est difficile de trouver une femme ou des gens issus de certaines communautés pour certains postes, même si on le veut, parce que ça a du sens par rapport au projet ou autre. Il y a vraiment, donc ce genre d'événements sont utiles, et au final c'est juste le talent qui définit si on travaille ensemble ou pas, là. C'est fantastique. Je vous remercie beaucoup de cet entretien qu'on a eu cet après-midi. Anaïs, you were saying, I just caught a little bit of it, how you were inspired by certain Hollywood composers, other music creators, something about the Jurassic Park scores. Can you talk a little bit more about your child influences and how they've how they've developed your palettes today, and what inspires you today? Like, what are you listening most to today? And obviously, it doesn't have to be
film music? OK, je vais devoir répondre en français. En fait, je dirais mes inspirations. Lorsque j'étais jeune, il y avait John Williams, Ennio Morricone, bien sûr, Danny Elfman, grosse influence. Je dirais toutes les musiques qui avaient des thèmes qu'on pouvait chanter et que je voyais que ce thème-là collait au personnage ou au film. Ça venait vraiment me chercher beaucoup. Et je dirais, aujourd'hui, se rajoutent des Alexandre Desplat, qui a une esthétique vraiment chouette. Il dure, je ne sais jamais comment prononcer son nom, Tchernobyl et Joker. J'adore sa musique qu'on peut presque confondre avec du sound design. Feu, Johan Johansson, que j'aimais vraiment beaucoup aussi. Ramin Djawadi, qui a un côté épique que j'aime beaucoup aussi. Je dirais qu'il y en a, je ne peux pas tous les nommer, mais il y en a vraiment beaucoup. Ça continue de m'inspirer de jour en jour. Des fois, je me demande, mais comment ils ont fait? C'est tellement bon. OK, c'est quoi cet instrument? Ou c'est quoi? Ça me passionne, puis je veux toujours en apprendre de plus en plus sur ces talents-là. Alors, on a compris que, Anaïs, vous avez créé par rapport à des intentions, par rapport à une création de Jérémy. Je voudrais savoir, Jérémy, est-ce que c'est possible, c'est déjà arrivé, qu'une scène ou qu'une idée vraiment de l'histoire te soit inspirée par la musique d'abord? Oui, quand même, mais de façon très floue, là, en documentaire en tout cas. C'est plus difficile parce que souvent peut-être il va y avoir une intention. Je sais que par exemple toutes les maquettes qu'on voit dans le film, j'écoutais beaucoup de musique en écrivant le scénario et des fois il y a des musiques qui vont te donner comme un boost là aussi, de t'aider à concrétiser, à relier peut-être des points que tu as du mal. Donc oui, souvent la musique va être très centrale moi, dans mon processus d'écriture ou même de recherche, où j'écoute beaucoup de musique de film depuis toujours. Et pas mal d'ailleurs, tous les gens que tu citais là sont aussi parmi les gens que j'aime le plus. Mais c'est drôle parce que juste une anecdote par rapport au thème de Jurassic Park. Moi, j'avais pas eu le droit de voir Jurassic Park parce que j'étais trop jeune. Mais je connaissais le thème. Et le thème, j'adorais le thème, il me fascinait. Et j'ai vu le film beaucoup plus tard. Donc ça c'est intéressant quand même, parce que des fois, alors que souvent on se dit, la musique de film, tu vas l'aimer parce que tu as vu le film. Mais des fois, je pense que quand la musique de film arrive à évoquer une émotion, même si tu n'as pas vu le film, il y a quelque chose qui peut se passer quand même je trouve. Est-ce qu'on pourrait peut-être conclure en disant que la musique a un pouvoir de suggestion tellement fort que lorsqu'on a une musique adéquate pour notre film, je pense qu'on a un produit gagnant à la fin. Et de nostalgie aussi même. Effectivement, tous les pouvoirs qui sont attribués à la musique, effectivement, ça en fait quelque chose de mémorable constamment. Bien, merci beaucoup à vous deux. Merci pour aujourd'hui. Merci au Salon des Gémeaux. Et puis, on vous dit à une prochaine.